mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. De nombreux économistes l'affirment, l'héritage est l'une des causes de reproduction des inégalités économiques et sociales les plus déterminantes. Alors faut-il le supprimer, ou du moins augmenter ses frais de succession ? Où en sommes-nous aujourd'hui fiscalement parlant ? À l'heure où la crise sanitaire, économique et sociale frappe de plein fouet les plus fragiles, revenons sur l'une des principales causes de ces inégalités. Avec nous pour en parler, Nicolas Frémaux, maître de conférences en économie à Paris 2 et auteur du livre Les Nouveaux Héritiers, sorti en 2018 aux éditions du Seuil. Alors Nicolas Frémaux, bonjour. Bonjour. Votre premier constat est assez frappant. Vous commencez votre livre en expliquant que depuis les années 70, le poids des transmissions patrimoniales n'ont cessé d'augmenter pour revenir à des niveaux observés à ceux du 19e siècle et qu'ils restent très inégalitaires. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie que si aujourd'hui vous découpez le patrimoine des ménages français, donc le patrimoine privé, entre ce qui a été hérité d'un côté et ce qui a été épargné de l'autre, ce qu'on voit, c'est que si on fait ce travail-là dans les années 70, vous avez à peu près donc 2/3 du patrimoine qui va venir de l'épargne, donc qui est accumulé comme ça par les individus, et 1/3 qui va venir de l'héritage. Si en fait sur le même travail-là, aujourd'hui, où il y a une dizaine d'années, donc on a les dernières données disponibles, c'est l'inverse. Donc ça, vraiment, on a 2/3 qui vient de l'héritage et 1/3 seulement qui vient de l'épargne. Donc de ce point de vue-là, on est déjà dans une société où finalement l'héritage domine l'épargne du point de vue du patrimoine. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est, et là ça vaut à toutes les époques, et c'est encore plus vrai finalement aujourd'hui, on a un héritage justement qui est donc très fortement concentré, c'est-à-dire que tout le monde n'hérite pas du tout, tout le monde n'hérite pas des mêmes montants non plus. Donc aujourd'hui, vous avez à peu près les 10% finalement des héritiers les plus riches qui vont détenir plus de la moitié en fait de l'héritage total. Et à l'inverse, vous avez 50% des héritiers les plus pauvres qui n'héritent de rien ou presque au final. Donc vous avez une concentration très marquée en fait des héritages aujourd'hui. Alors c'est un petit peu moins le cas que ce qu'on observait début 20e, fin 19e, où là clairement vous aviez une société qui était très très polarisée. Donc la différence aujourd'hui, c'est qu'on a une sorte de classe moyenne qui est apparue, mais ça reste quand même un trait qui est très, très inégalitaire, bien plus que les revenus par exemple ou que les salaires. Et on parle souvent d'inégalité de revenus, mais finalement assez peu d'inégalités liées à l'héritage. Pourquoi est-ce que ce n'est pas présent dans les débats publics ? Alors, ce n'est pas présent pour plusieurs raisons. La première, il n'y a pas une seule raison qui domine. La première, c'est peut-être la faute des économistes, des chercheurs, on va dire, eux-mêmes. C'est-à-dire que dans les années justement 60-70, vous aviez vraiment l'accent qui était mis sur ces salaires, sur l'accès à l'éducation notamment. Et on laissait vraiment de côté les héritages et patrimoines. La raison principale, c'était que, justement, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il n'y avait plus beaucoup d'héritage et de patrimoine à ce moment-là. Donc, le focus n'était plus du tout sur ce trait-là. Et finalement, c'est un peu perturbé après, même si l'héritage revenait. Le deuxième élément aussi, c'est qu'on a un peu moins d'informations en fait, sur les héritages, sur ce qu'on a sur les salaires ou sur l'éducation des individus. Il y a une sorte même de dégradation en fait, de l'accès aux données depuis les années 70-80. Donc même si on veut travailler sur les héritages, en fait, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un travail précis, ne serait-ce que de constat, mais aussi de proposition, parce qu'on a aussi un manque d'accès à des données précises, des données qui viendraient de la fiscalité. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est aussi le fait que dans le débat public, et notamment dans les partis politiques, la question de l'héritage est une question qui est très épineuse, y compris dans les partis de gauche, parce que c'est très impopulaire. Même dans la campagne de 2017, finalement, même au sein des partis de gauche, vous n'aviez pas une mise en avant de ces aspects-là. Donc c'est un sujet qui est complexe parce qu'il est impopulaire. Et justement, alors pourquoi est-il impopulaire ? Alors, à nouveau, là, il y a pas mal de raisons. La première, c'est peut-être pas la première dans l'ordre en termes de priorité, mais c'est la méconnaissance en fait, qu'ont les Français vis-à-vis de cet impôt et vis-à-vis de l'héritage aussi. Donc c'est pas forcément simple à mesurer une méconnaissance, mais ce qu'on sait, c'est que les Français ont l'air de sous-estimer en fait, le poids de l'héritage. Je pense que finalement, c'est pas un si gros problème que ça. Donc forcément, si vous pensez que ce n'est pas un problème, vous n'allez pas vous battre pour avoir des solutions. De l'autre côté, si on regarde le côté de la fiscalité, les Français connaissent très mal cette fiscalité. Non pas parce que les Français sont stupides, mais c'est une fiscalité que vous rencontrez donc beaucoup moins que la TVA, ou même si vous ne connaissez pas toutes les exonérations, vous savez à peu près comment ça marche. Pareil pour la fiscalité des revenus, où tous les ans, vous allez devoir faire une déclaration. Donc la fiscalité de succession, vous la rencontrez assez tard, généralement dans votre vie, au moment justement où il y a un décès d'un proche. Donc vous la rencontrez aujourd'hui à 50, 60 ans.
Donc ça fait quelque chose d'assez tardif forcément. Et même quand on pose des questions en français, donc on a une situation qui est complexe et quelque chose qui est très, très fortement surestimé. Donc il y a eu pas mal de sondages qui montrent qu'entre les vrais taux qui sont pratiqués et le taux auquel les gens pensent faire face donc, au moment où ils vont hériter ou transmettre un bien, c'est vraiment à des années-lumière. Et donc ça fait que c'est quelque chose qui est assez impopulaire de ce point de vue-là, parce que les gens ont l'impression d'être déjà très fortement taxés. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que même si on vous donne ces informations-là, donc les gens peuvent quand même changer un petit peu d'avis quand on vous donne la bonne info. Ce qu'on a, c'est que c'est un impôt qui est vu comme étant immoral, c'est-à-dire que ce n'est pas comme une TVA ou l'impôt sur le revenu, c'est un impôt qui va directement taxer, qui va se passer au moment du deuil, donc c'est pour ça que ça s'appelle un impôt sur la mort aussi, ça va toucher à l'épargne altruiste des parents vers leurs enfants, donc le fait d'avoir justement, c'est de sacrifier un peu toute sa vie pour transmettre à bien à vos enfants, si vous pensez qu'on va vous le prendre, forcément vous n'êtes pas très content. Et donc ça, c'est le deuxième élément, c'est le côté immoral de cet impôt-là, le côté très invasif dans la vie privée des individus. Donc c'est au-delà des aspects vraiment purement économiques, c'est vraiment ces deux aspects-là qui l'emportent et qui font que c'est un sujet, y compris pour des gens qui vont hériter de pas forcément grand-chose, qui est très impopulaire. Mais j'imagine que par exemple au niveau de la fiscalité, avoir une fiscalité plus progressive sur les successions, le but aussi, j'imagine que c'est de toucher les plus hauts patrimoines hérités. Oui, c'est bien. Alors, ça, quand on parle de modifier la fiscalité de succession, tout dépend de quoi on parle. Donc, en effet, on pourrait très bien vouloir taxer toutes les successions au même taux, rendre quelque chose qui est proportionnel. C'est un programme, on peut tout à fait défendre ça. On peut surtout ce qui est mis en avant, ce que je mets en avant dans mon livre, c'est surtout avoir quelque chose qui soit vraiment progressif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à nouveau, le fait qu'il y ait des abattements de 100 000 euros par enfant, par transmission, moi je trouve que c'est bien, ça pourrait même être augmenté. C'est pas ces successions-là, le fait de recevoir une résidence principale, des fils uniques et d'hériter d'une résidence principale de 300 000 euros, ça fait pas de vous un rentier, même si c'est un capital qui est pas négligé. L'idée, c'est surtout de faire peser l'impôt sur des vraies situations de rentier, c'est-à-dire que c'est une situation telle qu'on les voyait dans les romans du 19e, où avec les personnes vont recevoir plus en héritage et en donation que toute une vie, que quelqu'un en toute une vie de travail. Donc là, quand on parle vraiment de retour de l'héritage et de retour des rentiers, c'est vraiment un retour de personnes qui peuvent vivre de ces biens-là. Alors la petite différence par rapport à avant, c'est qu'on les reçoit aussi plus tardivement, donc ça ne veut pas dire que vous vivez avec ça toute votre vie, mais c'est vraiment ces successions-là aujourd'hui qui sont problématiques. C'est vraiment ces successions-là qui vont poser des questions d'efficacité économique, parce que ces individus-là ne sont pas non plus incités à forcément entreprendre et investir, et ça pose surtout des questions d'égalité des chances et de reproduction des inégalités. Donc l'idée, c'est surtout de peser sur ces 1 ou 2% de très haute succession, de les taxer forcément, et quitte à baisser justement la fiscalité sur les plus petites ou moyennes successions, qui sont déjà en partie aujourd'hui exonérées, mais qui pourraient l'être finalement encore. Là, récemment, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, propose de défiscaliser les donations entre grands-parents et petits-enfants. Et il explique que du coup, c'est pour favoriser la reprise de la consommation et aider une jeunesse précarisée. D'un point de vue économique, n'importe quel étudiant d'économie vous dirait que là, il faut s'assurer que les jeunes qui vont recevoir les donations sont ceux qui ont une propension à consommer importante. C'est-à-dire que sur ce revenu-là, il faut vraiment qu'ils le consomment et pas qu'ils l'épargnent eux-mêmes. Sinon, ça veut dire que vous faites un transfert d'un livret A à un autre livret A, donc il ne se passe virtuellement rien en fait, dans l'économie. Et le problème, c'est que d'après ce qu'on sait sur le niveau de vie des héritiers, c'est que les personnes souvent qui héritent ont aussi hérité d'autres types de capitaux et vont avoir aussi des revenus généralement plus élevés. Donc, d'après ce qu'on peut savoir, même si là on manque évidemment de recul, mais on peut penser que ces personnes-là ne vont pas être celles qui vont être les plus à même justement de consommer. Et à l'inverse, on peut penser que faire ce transfert-là vers des personnes qui sont aujourd'hui, vers les jeunes, donc qui ont aujourd'hui très peu de revenus, serait peut-être plus judicieux si l'objectif, c'est vraiment de relancer la consommation. Parce que là, au sein des jeunes, vous avez des inégalités de patrimoine qui sont très très marquées, comme vous avez des inégalités de patrimoine très marquées au sein des plus âgés aussi. Donc là, parler opposer les générations, une génération qui serait riche, une autre qui serait pauvre, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'au sein de ces générations-là, vous avez aussi des jeunes riches et des jeunes pauvres. Au final. Justement, défiscaliser, j'imagine que c'est des recettes fiscales qui sont perdues et ça serait autant d'argent, j'imagine, qui pourrait être injecté, je ne sais pas moi, pour l'aide à la CAF pour les jeunes, pour ce genre de choses. C'est un peu le contresens. Si on regarde juste la France sur d'autres crises, alors évidemment, les crises ne sont pas toutes comparables, la crise actuelle est assez unique. Et ce qui a été fait par le passé, que ce soit donc après la Deuxième Guerre mondiale,
Après mai 68, où il y a eu une baisse d'activité très forte, vu que le pays était plus ou moins bloqué pendant tout un printemps, ou même après la sécheresse de 76, qui, d'un point de vue de l'amplitude, n'est pas du tout comparable à la pandémie actuelle, évidemment. Mais ce qui a été fait, y compris par des gouvernements assez à droite à l'époque, c'était, à l'inverse, au lieu d'alléger l'impôt des personnes qui s'en étaient plutôt bien tirées pendant ces crises ou ces guerres, c'était plutôt de créer un impôt, alors qui était souvent temporaire, sur l'année suivante, en disant, voilà, on fait un impôt exceptionnel et on va prélever des recettes supplémentaires, exceptionnelles, pour financer donc soit la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale, soit pour aider les agriculteurs après la sécheresse. Et en tout cas, voilà, on va prendre à ceux qui s'en sont plutôt bien sortis, voire des fois très bien sortis, pour redistribuer vers les autres. Et donc on génère des recettes fiscales supplémentaires. Là, c'est l'inverse. Donc ce qu'on dit, c'est que les gens qui s'en sont bien sortis, donc qui ont épargné plus que les autres, on leur fait en plus finalement une sorte de cadeau fiscal. Donc on renonce à des recettes fiscales et à nouveau pour un résultat qui est plutôt incertain d'après en tout cas les informations qu'on peut avoir. Et du coup, est-ce que ça c'est dû à une déconnexion du gouvernement ou c'est vraiment un parti pris ? Ça, il faudrait demander à Bruno Le Maire directement. En tout cas, c'est cohérent avec ce que fait le gouvernement depuis qu'il est arrivé. C'est-à-dire que le fait de supprimer l'ISF ou notamment de ne pas vouloir, alors que c'est la déclaration d'Emmanuel Macron laissait penser qu'il allait justement plutôt renforcer la fiscalité des successions, ça va plutôt dans ce sens-là. On a vraiment les premiers de cordée sur lesquels donc, l'impôt, la facture fiscale a plutôt diminué, donc avec le prélèvement forfaitaire unique, avec la transformation de l'ISF en IFI. Et on continue finalement sur la même ligne ici. Et donc c'est une cohérence en fait, qu'on peut remarquer. Mais donc oui, on peut voir ça comme une déconnexion. En tout cas, c'est un prolongement de ce qui s'est fait. Donc c'est pas une grosse surprise finalement d'avoir cette politique-là vis-à-vis de ce qui s'était fait avant. En 2014, deux chercheurs, Neil Cummins et Gregory Clark, ont étudié l'origine familiale de l'élite anglaise actuelle de celle du XIIe siècle. Et 800 ans et 28 générations plus tard, ils ont conclu que l'élite anglaise était encore issue des mêmes familles. Alors, du coup, on peut se demander si les fiscalités successorales en France et en Europe, finalement, ont été qu'un vague pansement. Alors là, c'est vraiment que c'est sur une très longue période. Donc les fiscalités successorales, c'est pas si vieux que ça, finalement. Et leur côté progressif n'a pas duré si longtemps. Donc en France, juste pour revenir un peu sur l'histoire, la fiscalité successorale est née au moment de la Révolution française, mais pendant donc, jusqu'en 1901, donc pendant plus d'un siècle, elle est en fait assez limitée donc elle est universelle, donc toutes les transmissions sont taxées mais à des taux proportionnels assez faibles. L'idée c'est simplement en fait d'enregistrer le transfert de propriété, de dire voilà c'est un nouveau propriétaire par rapport à la personne qui est décédée, donc on va enregistrer ça, mais il n'y a pas une volonté de confisquer les choses, de remettre en cause la propriété privée. Et finalement c'est seulement en France en 1901, puis à peu près à la même période dans d'autres pays, où on va avoir donc une progressivité en fait de l'impôt. Donc, pareil pour l'impôt sur le revenu, pendant très longtemps, c'était proportionnel, tout le monde est taxé au même taux, quelle que soit finalement votre position. Et donc cette fiscalité successorale, elle est assez récente. Donc dans certains pays, elle a été très forte pendant longtemps, donc dans le cas des États-Unis, des années 30 aux années 70. Même chose pour le Royaume-Uni, on voit un taux marginal supérieur, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain seuil, en fait, l'État vous prenait tout, quasiment. Donc vous aviez des taux. Donc le taux marginal supérieur en France aujourd'hui, c'est 45%. Ce taux-là, il était de 90-95% dans des pays comme les États-Unis pendant une cinquantaine d'années. Pareil pour la Grande-Bretagne. En France, c'était un peu moins le cas, mais c'est monté quand même jusqu'à 60% pendant l'entre-deux-guerres. Donc on a quand même un impôt qui a corrigé en partie les inégalités. Mais on a donc aujourd'hui un impôt qui, dans beaucoup de pays, a été supprimé. Donc depuis les années 70-80, vous avez donc des pays assez différents, des pays anglo-saxons, des pays comme la Suède aussi, originairement assez égalitaires, qui vont donc supprimer cet impôt-là ou vraiment l'alléger de façon très forte. Donc c'est pour ça qu'on a aussi ce retour de l'héritage et des inégalités qui peuvent finalement perdurer. Après, sur ces questions-là de famille, c'est aussi d'autres transmissions de capitaux et c'est vrai que c'est des cas peut-être un peu particuliers, c'est vraiment la noblesse, donc c'est des choses que je ne maîtrise pas là, forcément, mais en effet, donc là on peut se demander aujourd'hui quel est le rôle finalement de l'impôt successoral. On voit qu'il a un rôle assez limité, parce que dans la France, même s'il n'a pas disparu, il pèse aujourd'hui surtout sur ces transmissions en dehors de la famille, donc ça ne corrige pas énormément finalement les inégalités, enfin moins que ce qu'on peut penser en tout cas. Et pour de nombreux opposants à l'impôt sur les successions, il serait inefficace. Alors, notamment, un peu le discours qu'on entend souvent, les riches partiraient dans d'autres pays moins taxés, ils épargneraient moins parce qu'ils ne pourraient pas transmettre leur richesse à leurs enfants. Que répondre à ça ? Alors,
Pour répondre à ça, il faut produire beaucoup plus d'études économiques là-dessus. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup encore à faire. Et de nouveau, le fait qu'il y ait des données un peu trop limitées sur les successions ne permet pas forcément de répondre de façon très précise à ces questions-là. C'est ce qui fait que ce débat-là est souvent assez hystérisé, parce qu'on va brandir ces arguments-là sans forcément pouvoir vérifier s'ils sont vrais ou pas. Donc, dans le cas de la France, en fait, il y a assez peu d'études justement qui vont porter sur les conséquences de cette fiscalité, parce qu'on a assez peu de données. Donc là, il faut se baser soit sur des preuves indirectes qui ne sont pas toujours très convaincantes, soit regarder ce qui est fait dans d'autres pays, en se posant toujours la question, est-ce que c'est transposable en France ou pas? Donc sur quelques-uns des arguments, ce qu'on sait, c'est qu'il ne faut pas nier ces arguments-là, d'où débat fiscal. Si en effet, si vous augmentez très fortement l'impôt, mais que tous les riches s'en vont et que l'impôt retombe sur les classes moyennes, vous avez un peu raté votre coup. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre avec sérieux. Mais sur 2 arguments, sur les questions d'exil fiscal, ce qui a été montré, en fait, c'est que dans certains pays, c'est dur de le montrer en regardant un seul pays, mais ce qui a été exploité notamment en Suisse et dans le cas des États-Unis, c'est le fait que l'impôt sur les successions en fait, varie selon les États aux États-Unis, ou varie selon les cantons en Suisse. Et donc, si vous pensez justement que les gens sont sensibles à l'impôt sur les successions, on devrait voir des départs massifs vers les cantons les plus cléments en matière fiscale ou les États les plus cléments aussi. Notamment, donc, si vous suivez les retraités, donc les gens qui vont bientôt transmettre, on devrait voir donc, des migrations à l'intérieur du pays. D'autant qu'on devrait voir des migrations massives, vu que si vous bougez au sein du même pays, c'est moins coûteux, parce que vous ne changez pas de langue, vous ne changez pas de nationalité, etc. Et ce qu'on voit, c'est pas ça, en fait. Justement, c'est qu'il n'y a pas d'exil massif, les gens bougent pour tout un tas de raisons, et on ne voit pas, même s'il y a des variations quand même assez importantes, d'un État à l'autre aux États-Unis ou d'un canton à l'autre en Suisse, on ne trouve pas d'effet massif de ce point de vue-là. Donc ça ne veut pas dire que ça n'arriverait pas en France, mais ça veut dire que cette menace-là, elle n'est pas si forte que ça, a priori, en tout cas dans ces pays-là. Et les quelques études qui ont porté sur la France, plutôt sur l'ISF, ne montrent pas de départ massif quand le barème est un peu renforcé, ou de retour massif quand on supprime, par exemple, l'ISF. Il y a quelques retours, mais en fait qui ne bouleversent pas non plus les recettes fiscales. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, qui est peut-être plus important, on va dire, en termes de taille, ça serait sur l'épargne. C'est-à-dire que si les gens épargnent surtout pour ce motif altruiste, pour transmettre à leurs enfants, et que du coup, vous taxez plus fortement les héritages, peut-être qu'en effet, les gens vont arrêter d'épargner. Et ça veut dire moins d'investissement, moins de finances pour le pays. Et ça, pareil, c'est pas quelque chose qu'on observe. C'est dur de l'observer vraiment comme ce qu'on a fait pour l'exil fiscal, mais ce qu'on voit, c'est que par exemple, les individus avec enfants, des hauts revenus avec enfants ou sans enfants, épargnent à peu près de la même manière. Donc ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas sensibles à l'impôt, ça veut dire que les gens épargnent pour tout un tas de raisons, et que la seule menace, on va dire, de l'impôt sur les successions, c'est pas ça qui fait changer fortement les comportements. Donc, ça ne veut pas dire, après, si vous taxez demain les gens à 100%, les gens vont sûrement réagir, mais ça veut dire que vous avez une certaine marge quand même pour faire varier l'impôt sans qu'il y ait d'exil massif ou de changement de comportement massif. Mais à nouveau, il faut beaucoup d'études en fait encore pour essayer de confirmer ces résultats et d'affiner vraiment ces résultats-là. Et justement, l'une des conséquences, vous en parlez, moi je trouve que c'est assez frappant aussi, en gros aujourd'hui, mieux vaut hériter que travailler pour devenir riche. Alors oui, je pense c'est bien quand même de travailler si on veut devenir riche, mais voilà, si on essaye de revenir un peu sur comment est-ce qu'on devient riche, vous devenez riche soit en travaillant, donc en ayant un salaire et en mettant de côté, en épargnant. Donc c'est un moyen d'accumuler du patrimoine, ou l'autre manière, c'est simplement d'hériter, donc de naître au bon endroit au bon moment et d'avoir un peu de chance. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, donc, à cause de ce retour de l'héritage, c'est que finalement, en absence d'héritage, en gros, la hiérarchie des salaires devrait à peu près refléter celle des patrimoines. C'est que les gens les mieux payés devraient aussi être les gens qui ont plus de patrimoine. Donc ça, c'est en absence d'héritage. Le problème, c'est qu'on n'a pas ça parce qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui héritent, donc des personnes qui vont avoir pas forcément des bons salaires, mais des héritages très importants, ce qui fait que, en plus de l'épargne que vous mettez de côté, vous avez ces transferts qui vont s'ajouter. Donc aujourd'hui, une société où il y a de l'héritage, c'est une société où ce lien entre les revenus d'un côté et le patrimoine de l'autre est assez brouillé, et c'est ce qui arrive aujourd'hui en France. Donc la probabilité en fait d'être dans le top 1% par exemple des patrimoines aujourd'hui, si vous êtes vous-même bien payé, en fait elle a diminué assez fortement depuis les années 80. Dans les années 80, ça ne suffisait pas, mais disons que vous aviez une forte chance d'être, si vous étiez bien payé, d'être aussi dans la hiérarchie, assez haut dans la hiérarchie des patrimoines. Aujourd'hui, ça ne suffit plus parce qu'il faut en plus savoir hériter si vous voulez occuper la même position d'un point de vue patrimonial.
Et donc, du coup, ça remet complètement en cause la place du mérite en France. Oui. Par exemple, notre président actuel, Emmanuel Macron, met particulièrement en avant le mérite, l'égalité des chances, la Startup Nation. Et pour lui, en fait, il ne faudrait pas forcément passer par la fiscalité pour réduire les inégalités, mais par l'enseignement supérieur. Donc oui, on peut en effet investir dans l'éducation. Le problème, c'est que le gouvernement actuel ne le fait pas vraiment, et le gouvernement précédent ne l'avait pas fait non plus. C'est-à-dire que depuis les années 2000, on a à peu près 20% d'étudiants en plus en France, ce qui est une bonne chose, mais en fait la dépense par étudiant, elle a diminué. C'est-à-dire qu'on a gardé un budget total pour l'enseignement supérieur d'à peu près 10 milliards d'euros, alors que donc, les étudiants ont augmenté de 20%. C'est-à-dire que par tête, les étudiants aujourd'hui ont une dépense qui a diminué de 20%. Donc certes, on pourrait passer par l'enseignement supérieur comme porte de sortie. Le problème, c'est que le gouvernement ne le fait pas non plus, en fait. Donc c'est un problème, ouais. Et justement, vous posez aussi cette question dans votre livre, si l'on ne mérite pas son héritage, mérite-t-on son salaire? C'est un peu en rapport justement avec cette fausse démocratisation de l'enseignement supérieur. Alors c'est ça, en France, il y a quand même une vraie démocratisation dans le sens où il y a un accès beaucoup plus grand aujourd'hui au supérieur que ce qu'on avait dans les années 70-80, donc ça c'est une très bonne chose. Puisque met en avant tous les ans l'OCDE avec le rapport PISA, c'est-à-dire qu'en France, particulièrement en France, on a un lien très fort entre l'origine sociale des individus et la destinée scolaire, le fait d'être diplômé du supérieur notamment. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, ça ne veut pas dire que les gens ne méritent pas leur diplôme directement, mais ça veut dire qu'il y a un lien, en plus finalement de ces transmissions de capitaux financiers via les successions et les donations, on a en plus en France une transmission de capital humain qui est très forte, qui n'est pas nouvelle, qui a été mise en avant par Bourdieu dès les années 70, qui a été quantifiée depuis de plein de manières. Mais on a aussi cet élément, donc c'est pour ça que la fiscalité des successions ne règle pas tout en termes d'égalité des chances derrière. Il faut aussi avoir une égalité au capital humain qui est aussi la même. Donc c'est un levier, mais à nouveau, l'investissement dans l'enseignement supérieur et un vrai investissement, c'est aussi un moyen que les gens méritent davantage leur salaire au final. Et dans votre livre, vous parlez aussi de solutions et notamment d'une dotation universelle. C'est ça, donc si vous regardez l'impôt aujourd'hui sur les successions, c'est-à-dire que même si vous confisquez, même si vous supprimez l'héritage, donc c'est le cas le plus extrême, alors que personne vraiment recommande, mais en tout cas si vous faites ça, ça ne change rien pour les personnes qui n'héritent de rien. C'est-à-dire que eux, donc, voilà, le fait donc vous supprimez un transfert pour quelqu'un sans forcément changer la situation pour les autres. Donc ce qu'on pourrait faire pour vraiment que les personnes qui n'héritent de rien partent avec un capital, c'est justement de pouvoir financer via notamment peut-être l'impôt sur les successions, peut-être d'autres impôts, cette dotation universelle. En tout cas, c'est un levier pour vraiment avoir une égalisation, on va dire, des patrimoines entre les individus. Donc ça, c'est très bien sur le papier. Le problème, c'est que ça pose aussi derrière beaucoup de questions, c'est-à-dire quel est le montant déjà que vous versez comme dotation? Est-ce que c'est 15 000 euros, 100 000 euros? Donc, ça, évidemment, l'impôt qui sert à financer ça derrière va beaucoup varier. Est-ce que c'est vraiment universel ou est-ce que vous le conditionnez quand même à l'héritage déjà reçu, au revenu des individus? Donc si c'est universel, ça veut dire que même des héritiers recevraient ce genre de choses. Est-ce que vous le conditionnez à une certaine utilisation, l'enseignement, le fait de s'éduquer, d'investir, etc. Donc ça pose pas mal de questions derrière, comme ce que pose aussi le revenu universel derrière. Mais disons que c'est un levier qui est assez ancien, qui est né à la fin du XVIIIe, qui n'a jamais vraiment été mis en place, mais qui pourrait justement faire levier pour une grande partie de la population qui n'hérite de rien. Juste pour se rendre compte, si on redistribuait par exemple le patrimoine total transmis chaque année, donc si je ne me trompe pas au niveau des chiffres, à peu près 250 milliards d'euros en 2015, chacun recevrait 310 000 euros à ses 18 ans. Donc juste pour avoir un ordre de grandeur. Oui, c'est un ordre de grandeur... Oui, qui existe. Après, un autre ordre de grandeur, c'est de dire, si avec les recettes actuelles de l'impôt, qui est à peu près de 15-16 milliards d'euros, donc qui est en fait quand même 3 fois l'ISF, à nouveau, c'est une chose un peu bizarre, c'est un impôt qui rapporte beaucoup plus que l'ISF et qui ne fait aucun débat et beaucoup moins que l'ISF lui-même. Mais si on regarde ce seul impôt-là et qu'on reverse directement les recettes de cet impôt-là sur les jeunes, les 700-800 000 jeunes qui ont aujourd'hui justement 18 ans, donc on aurait un capital comme ça qui serait d'environ 15 000 euros par jeune
de ce point de vue-là. Donc c'est aussi un autre ordre de grandeur qui est assez intéressant à mon avis, parce que là, les confiscations des 250 milliards, ça nécessite de changer beaucoup, mais si on raisonne à fiscalité égale, on a quand même un transfert qui serait important. C'est-à-dire qu'on aurait 15 milliards à trouver ailleurs, ça pose aussi d'autres questions, mais voilà un peu ce que ça représente. Ouais. Et comment ça se fait que ça, c'est pas du tout présent, même dans les partis de gauche? C'est une bonne question, parce que c'est un sujet... Alors je crois que c'est un petit peu débattu quand même, un petit peu plus, vu que l'idée a été remise au goût du jour à nouveau, hein, c'est une idée ancienne, mais remise au goût du jour dans le dernier livre de Thomas Piketty. Donc si on essaie de faire parallèle entre revenu universel et dotation universelle, ça n'a pas attiré un grand succès au Parti socialiste pendant l'élection de 2017. Donc c'est une question, même si à nouveau tout le monde le touche, ça serait une dotation universelle donc, qui serait reçue du coup par tout le monde. Il y a quand même une opposition aussi de la part des individus, même des individus mais qui seraient concernés par ce genre de transfert. Ça paraît un peu trop beau pour être vrai, ou à nouveau peut-être que ça entraîne des conséquences derrière qu'on ne maîtrise pas vraiment. Donc c'est une idée qui est assez, à nouveau, qui est assez ancienne, mais sans que je l'explique pourquoi, qui est assez peu reprise, mais tout comme à nouveau la question de la fiscalité de succession est assez peu reprise aussi, alors que c'est un sujet dont les partis de gauche pourraient s'emparer. Si les citoyens sont défavorables à ce genre de fiscalité, est-ce que c'est pas parce qu'il y a une défiance croissante envers l'État et envers la capacité de l'État à redistribuer de manière égalitaire? C'est possible. Après, je pense que vraiment l'impôt sur les successions, il est particulier parce qu'il y a peut-être de ça, mais c'est un impôt qui, dans tous les pays, vraiment la valeur, le côté moral, le fait de taxer à nouveau la famille, de taxer sur la mort, c'est vraiment quelque chose qui ressort de cet impôt comme un trait assez fort. Donc il y a peut-être derrière des remises en question, notamment depuis le mouvement des Gilets jaunes, hein, sur le fait de ne pas forcément voir la couleur de l'impôt qu'on paye, de se poser des questions sur comment l'État redistribue vraiment, avec l'impression, pour certains territoires, que même en payant beaucoup d'impôts, il y a peu de services publics ou de moins en moins. Donc des fois, c'est quand même seulement des a priori, c'est pas toujours vérifié non plus. Mais je pense que pour l'impôt sur les successions, c'est vraiment cette dimension morale et la méconnaissance qui domine, à mon avis, dans le côté très impopulaire de l'impôt. Quel effet ça pourrait avoir sur l'immobilier ? Un impôt qui, dans le cas extrême, on confisque le patrimoine au moment de la transmission, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de biens donc, qui auraient dû être hérités par les individus qui arriveraient du coup sur le marché immobilier. Donc potentiellement, ça ferait une offre de biens assez forte et à nouveau, donc, ça crée après beaucoup d'évolutions d'un point de vue macroéconomique aussi, donc il faudrait pouvoir mesurer. Mais oui, ça pourrait avoir un effet sur les prix de l'immobilier, par exemple, pour le cas un rajeunissement de l'immobilier, donc il y aurait tout un tas de résidences secondaires qui seraient vendues ou de résidences principales aussi de parents vendus. Donc oui, ça pourrait avoir des effets assez forts derrière dans le cadre d'une politique un peu extrême de taxation des successions. Et je voulais juste revenir un peu sur cette notion de méritocratie, parce que donc, vous en reparlez un peu à la fin du livre, pour savoir un peu quelles en sont les limites finalement. Une société, alors c'est là tout l'enjeu, c'est une société méritocratique, c'est pas une société forcément égalitaire. En tout cas, il n'y a rien d'automatique ici. Donc même si demain vous supprimez les héritages, et même si vous garantissez un accès à l'université pour tout le monde, etc., donc vous supprimez aussi un peu les transmissions de capital humain, donc c'est pas forcément possible, mais vous pouvez essayer de les juguler un peu. Ça ne veut pas dire que les gens auront tous le même salaire, tous le même patrimoine. Donc vous aurez quand même une hiérarchie différente, qui ne sera peut-être pas la même justement qu'avant, mais vous aurez quand même des inégalités qui peuvent être très fortes, voire plus fortes qu'avant. Et surtout, ce sera des inégalités qui seront compliquées à remettre en question, vu qu'elles vont seulement dépendre de l'effort de l'individu, du fait d'avoir été diplômé, d'avoir épargné, etc., d'avoir fait des plus-values, d'avoir eu aussi un petit peu de chance. Donc on peut très bien avoir des sociétés méritocratiques qui sont aussi très inégalitaires et très, très extrêmes, et très compliquées justement à juguler derrière. Donc c'est pour ça que donc, la question qui se pose ici, c'est vraiment la question d'instaurer davantage de progressivité et aussi d'égalité au sein de la société. Donc cet aspect mérite, en fait, je pense qu'il est quand même assez important parce que ça crée vraiment le fait que les inégalités ne soient pas méritées. Ça, je pense que ça rajoute en plus de la défiance vis-à-vis des inégalités classiques, le fait de voir son voisin ou son collègue hériter de montants astronomiques alors que finalement vous travaillez autant que lui et que vous ne pourrez jamais vous payer l'appartement à Paris alors que lui le peut. Ça peut conduire à pas mal de défiance. Mais une société où ce collègue-là n'hériterait de rien, ça ne veut pas dire qu'il ne serait pas beaucoup plus riche que vous non plus. Donc c'est vraiment des questions, faut découpler un petit peu cette question du mérite par rapport à la question des inégalités de façon globale. Et ça n'empêche pas en fait, d'avoir une réflexion sur les inégalités, même quand elles sont plus méritées. Merci Nicolas Frémaux. Merci à vous.